Qu'est-ce qu'un homme retrouve quand il cesse de jouer celui qu'on attend de lui? Aujourd'hui, épisode 7 de cette saison 4 de D'homme à homme, et je reçois Renaud Mignaud. Renaud, on habite la même région, on fait partie du même cercle d'hommes, on s'accompagne mutuellement depuis un moment. Et au-delà d'un frère de cercle, Renaud, j'avais envie de l'inviter car il accompagne les hommes en individuel et en collectif. Et il porte notamment un projet qui s'appelle La Nature des Hommes, des retraites en pleine nature qu'il co-anime avec Charles Davoine, qu'on a reçu plus tôt dans cette saison. Renaud, c'est un homme posé, un entrepreneur qui guide d'autres hommes. Il est papa de 2 enfants, en couple, sportif, exigeant, toujours en mouvement. Et pourtant, derrière cet homme-là, il y a un petit garçon de 9 ans qui mouille son oreiller en silence le soir où on lui annonce le divorce de ses parents, sans que personne ne pense à lui demander comment il va vraiment. Une grand-mère monarque, comme il dit aujourd'hui, qui apprend très tôt à cet enfant sensible à devenir l'image qu'on attend de lui. Et pendant des années, Renaud sera ce qu'on appelle un nice guy. Celui qui dit oui, celui qui plaît, qui ne fait pas de vagues. Jusqu'à un mariage à 25 ans et un divorce à 27, qu'il finit par demander lui-même. Et c'est là son premier vrai geste envers lui et un retour à soi. Avec Renaud, on remonte ce parcours, on parle de ce que la nature réveille quand on s'y pose plusieurs jours, loin du quotidien. De la fraternité avec Charles, qu'il porte avec gratitude. De la paternité, comme miroir le plus impitoyable, celui qui montre sans détour là où il reste du travail, et de cette exigence qu'il porte en lui, qui peut autant le tenir debout que l'user. D'homme à homme, c'est un espace où on explore les parcours masculins pour comprendre ce qui nous construit et ce qui peut nous transformer. Bonne écoute. Salut Renaud. Salut Loïc. Bienvenue. Merci de m'inviter. Merci de m'inviter chez toi. Avec plaisir. On est bien. Ouais. Comment tu te sens? Écoute, de moins en moins stressé, mais encore un peu stressé. Ouais. Ouais, j'ai un petit peu la petite pression d'avant, mais je pense qu'à mesure qu'on va parler, ça va se dissiper. Il y a d'autres choses. Ouais, à part ça, ouais, en joie d'enregistrer un épisode avec toi, t'accueillir ici et en joie d'être aujourd'hui dans un énième nouveau départ dans ma vie où, ok, je me remets dans une discipline et un truc. Voilà, donc dans cette énergie-là. Discipline. Mm. Ça résonne. Ouais. J'essaye aussi ces derniers temps. C'est parfois très difficile. J'arrive à me concentrer une période et après, boum, ça repart. Ouais. Ouais, moi aussi en joie de partager ce moment avec toi depuis le temps qu'on se connaît. Et c'est cool et merci de m'accueillir chez toi. Moi, j'arrive avec de la joie et puis aussi je sais pas, c'est un peu comme le temps dehors, une espèce de grit, un espèce d'entre-deux où je peux pas dire que ça va pas, mais il y a un truc qui, comme si j'avais envie d'une autre dynamique en ce moment à laquelle j'arrive pas à connecter. Donc j'apprends aussi à faire avec, à accueillir ces moments où il y a des choses qui tournent, il y en a d'autres qui tournent pas encore, peut-être qu'elles tourneront jamais, on sait pas. Mais donc je suis un peu dans cet entre-deux. Ok. Je t'accueille avec ça. Et la classique pour commencer de ce podcast, c'est comment tu te présentes toi, Renaud? Qu'est-ce que tu aimes de dire de toi au monde, et peut-être simplement en ce moment, C'est dans drôle, cette période de cette vie. c'est la première fois que je fais un podcast où je m'attendais pas à cette question. Et pour de bon. Ouais. Alors que d'habitude, j'ai toujours l'impression qu'à un moment, je vais devoir me présenter et c'est une question que je t'avoue que j'apprécie pas des masses. Et là, j'avais juste pas pensé jusqu'à maintenant. Du coup, sans filet. Comment j'aime me présenter? Je pense que j'aime dire que je suis un homme en chemin et qui apprend je suis un homme qui se découvre au fur et à mesure du chemin. Et voilà, j'avance, je me découvre en tant que papa, je me découvre en tant qu'homme, je me découvre en tant que conjoint. Et je découvre le petit enfant en moi aussi, j'accompagne comme je peux le petit enfant en moi. Et ouais, voilà comment je peux me décrire. Merci. Et
Moi, forcément, j'ai voulu t'inviter parce que il y a plusieurs choses. On fait partie du même cercle, on se connaît depuis un petit moment, et tu accompagnes les hommes, notamment, Ouais. à travers la nature des hommes. Mhm. Euh, et donc, tu organises des retraites en nature sur plusieurs jours, avec notamment Charles Davon que j'ai eu dans le podcast au début de saison. Mhm. Et déjà, je suis curieux en fait. Ton accompagnement, ça s'appelle La nature des hommes. Ouais. Pourquoi la nature des hommes? Bah parce que quand j'en suis arrivé à organiser mes stages, les premiers stages que j'ai organisés, c'était en nature et j'ai eu envie de mettre ensemble deux choses qui me faisaient vraiment triper, qui étaient le travail avec les hommes, le travail qu'on fait en cercle, à travers des ateliers, etc. Et le fait d'être dans la nature, là où je me sens bien, en l'occurrence, là, c'est en montagne. Et voilà, j'ai essayé de trouver un nom où il y a les deux qui fonctionnent. Euh, J'avais choisi un nom au début, mais qui était déjà pris, et puis je m'étais bien inspiré de quelque chose de déjà pris, donc c'était une mauvaise idée. Puis la nature des hommes, finalement, ça me plaît parce qu'il y a le double sens aussi. Il y a la nature des hommes, l'espace dans lequel on est, mais il y a aussi la nature des hommes, comment on est nous en tant qu'hommes. Hmm, Voilà. hmm, Puis j'ai décliné ça, c'est pas encore, mais pour le podcast que je vais lancer, ça va être humain par nature. hmm, Donc c'est toujours un petit peu je veux ouvrir, que ce soit pas juste les hommes, parce qu'au passage c'est un homme avec un petit H. On pose souvent la question, et humain hmm. par nature, c'est toujours un petit peu dans le même, je trouve dans la même idée, quoi. Mouvance, ouais. Ouais. Hmm, hmm. Et t'es accompagné de Charles pour ses retraites, ou vous êtes ensemble, en tout cas dans ce projet-là. Ouais. T'as démarré tout seul, si je me trompe pas. Et j'ai démarré tout seul, ouais. Et comment la rencontre, elle s'est faite? Elle s'est faite par hasard. Je sais plus qui a envoyé le premier message à qui, mais je me rappelle un jour tomber sur un post Instagram, un carrousel, et voir qu'il y a un gars qui s'appelle Charles qui fait des immersions au Pays Basque en nature qui ressemble de très près Hmm, à ce que je faisais. Et je t'avoue que j'ai halluciné parce que c'est pas déjà les stages pour hommes, il y en a pas non plus des masses en France. Au Pays Basque, il y en a pas non plus énormément. En montagne comme ça, avec le format que j'avais à l'époque ou qu'il avait à l'époque, bah il y en avait juste pas. Et là, hmm, c'était presque le même nom, la même manière d'en parler, et je me suis dit, c'est incroyable, quoi. Et je pense qu'il s'en est rendu compte peut-être à peu près en même temps, par like interposé, puis finalement on s'est envoyé un message, et, et puis des vocaux, puis tout de suite le courant est bien passé, puis on s'est rencontrés une première fois, et, euh, et cette première fois-là, comme des jeunes enfants excités, on s'est dit, ah, un jour on en fera une, même si on se connaissait pas, on en fera une ensemble, ok. dès la première fois où on s'est vu. Et finalement, il s'est passé pas mal de temps avant que ça Hmm, devienne réalité et concret. On a vécu une retraite ensemble avant hmm, en tant que potes, et je pense que ça nous a vraiment appris à presque à passer de potes à amis. Et ça nous a beaucoup rapprochés. Puis progressivement, on s'est dit OK. Enfin, il est venu une fois prendre des photos sur une retraite que j'avais organisée seule. Et au-delà des photos, il a pris une petite partie dans la facilitation. Et là, on s'est dit OK, bon, la prochaine, on la fait ensemble. Et, et tant mieux, parce que je pense que j'aurais peut-être arrêté sinon, tellement l'organisation hmm. avant me, me pesait, tellement c'était lourd. Et là, le fait de le porter avec quelqu'un d'autre, ça divise la charge, ça rend la charge aussi Hmm. plus agréable à porter. Rencontre Mhm. déterminante, du coup. Parce que Rencontre déterminante. Ouais. Salut Charles, d'ailleurs, si tu nous Salut. écoutes. Et je suis curieux bien sûr que la question elle va parler de moi, mais de ce que j'ai pu observer aussi, on pourrait l'appliquer à plein de choses, mais je l'ai vu aussi notamment dans les accompagnements pour les hommes. Quand t'as découvert que Charles il faisait la même chose que toi, ça a été quoi ta réaction? Ça a été en mode curiosité, il y a eu peut-être une sorte
positionnement de compétition. On a été tellement parfois été euh, formaté ainsi Ouais. que je sais que moi j'avais ces conditionnements-là où d'ailleurs je m'aimais pas à un endroit comme. Mais là, je suis curieux de voir comment t'as accueilli ça au début. Ah, moi, j'ai accueilli ça avec beaucoup de curiosité et avec vraiment envie de connaître ce Mhm. gars. Je me suis dit, qui est ce gars Mhm. qui fait pareil que moi? Et au contraire, j'ai vraiment envie de Mhm. le voir. Je serais curieux faudrait qu'on remonte des années et des milliers de messages qu'on s'est envoyés depuis, mais je serais curieux de réécouter les premiers messages. Peut-être ça pourrait faire un bon retour en arrière, même pour nous, à un moment. Et, euh, et non, j'étais hyper curieux. J'étais Mhm. hyper curieux. J'ai pas du tout senti la concurrence. Non, vraiment pas. Et ouais, parce que même si on faisait on faisait le même genre de truc, c'était pas tout à fait pareil. Et non, j'ai pas été inquiété par la volet concurrence. Mhm. Mhm. Et ouais, on parlait en off et justement de certaines choses sur lesquelles parfois vous discutez et vous trouvez une certaine complémentarité. Ouais, comment elle te nourrit toi cette relation? Ah, moi, cette relation, elle me fait beaucoup de bien et je pense que c'est comme ça que j'ai ouvert dans un des premiers cercles qu'on a eu dans le dernier stage qu'on a fait. J'arrivais avec beaucoup de gratitude de cette relation avec Charles qui est pas qui est une relation qui est hyper apprenante pour moi parce que comme je te le disais en off, on a beaucoup de choses qui sont où on se ressemble, où on est pareil. Il y a beaucoup de choses où on est très différent. Hmm. Et du coup, il y a des choses qui se font de manière hyper fluide. Et genre, littéralement, on danse ou on a un regard, un truc, et c'est dit, ou ok, on fait ça, c'est bon, c'est même pas, c'est acté. Et il y a d'autres choses où c'est compliqué. On mouline, on passe du temps sur des choses où juste on a des visions qui sont complètement différentes, ou des personnalités différentes, des histoires, des blessures, Hmm. euh, des mécaniques d'adaptation qui sont différents. Et du coup, on va penser ou vouloir faire différemment. Et je trouve que ça se voit sur une des casquettes où il y a écrit Own your shit, qui va être dans un genre prends tes responsabilités, mais dans un langage un peu euh, familier. Mettons que ça c'était la facette Charles, et en dessous il y a écrit Lead with Love. C'était Ouais. plus la facette la mienne. Donc il y a un côté ok euh, dans l'intensité et dans le droit au but et dans le vas-y je te et l'autre côté il peut avoir ça c'est juste un exemple. Hmm. Je veux pas le caricaturer non plus. Où bon, il va y avoir un petit peu plus de douceur, d'enveloppement, et, hum, et pour revenir à ta question, du coup, c'est une relation qui est hyper enrichissante parce que j'ai vraiment envie aussi d'utiliser. En fait, je peux pas être dans cette relation avec Charles autrement que ce qu'on prône dans les stages. Hmm. Donc, s'il y a un truc qui me dérange un petit peu, bah, je le pose ou je le partage. Et c'est pas toujours facile pour moi de le poser ni de le partager. C'est pas toujours facile nécessairement pour Charles de l'entendre, mais par contre, je le fais et Charles l'entend et puis on essaye d'avancer comme ça et dans l'autre sens aussi. Et, et c'est là où c'est à la fois compliqué mais aussi enrichissant parce que ah ok bah après ok bah on a réussi, on a passé ça un petit peu comme dans notre cercle où on laisse pas passer Hmm. des mauvais ressentis sans utiliser notre jargon vis-à-vis d'un autre homme et qu'on pose les choses, bah, finalement, après, ça resserre la relation, ça crée de la confiance et tout ça. Hmm. Donc, on fait Une ça dans cette connexion. relation amicale et aussi professionnelle. Et, euh, et du coup, j'apprends beaucoup. Hmm. Je serais que peut-être que je reviendrai, mais du coup, je suis comment de cette alliance ou vous la mettez au service des hommes que vous accompagnez? Euh, je te dirais que tu veux dire comment dans le format ou dans le... Comment vous complémentez en fait dans cet accompagnement? Bah, c'est là où Justement. on danse et où c'est fluide. Souvent, là où on est pareil, c'est qu'on est un petit peu last minute les deux. Donc à chaque fois, on se dit, OK, on va préparer ça, t'as ça, beaucoup à l'avance. Finalement, ça se passe souvent dans les 20 minutes avant quelque chose, où on se dit, OK, comment est-ce qu'on va le faire? Même si on a une grande idée depuis un moment, un plan de base, après, dans le fine-tuning, là, les petits détails, on les gère avant. Et souvent, c'est, OK, ça, tu te sembles le gérer, je suis en soutien, ou c'est toi qui le prends, OK, non, c'est moi.
ou alors on y va à deux, ou des fois c'est moi qui lui fais une demande. Ok, là je me sens pas. Est-ce que c'est ok de le prendre est-ce que c'est ok pour toi de le prendre juste parce que j'ai un petit down et j'ai pas envie de le faire. Et, et là c'est fluide. Puis après des fois c'est ce que je disais tout à l'heure, un regard. Même quand on facilite, il y a des choses où on est, mettons à 50-50. C'est pas lui qui a le lead, c'est pas moi qui ai le lead, et on se regarde et puis voilà, Mmh. ou on se chuchote, ou en tout cas on trouve une manière de faire marcher les choses, et je pense que ça marche assez bien. Mmh. Parce qu'une fois de plus, dans les mots qu'on utilise, dans l'approche qu'on a, là à nouveau on est complémentaires. Et de ce que j'entends que nous disent les hommes qui viennent dans les stages, c'est que ça amène de la richesse de pas avoir deux Renaud ou deux Charles, parce Mmh. qu'on est bien différents dans nos histoires, notre manière de parler, dans ce qu'on va dire, dans la manière dont on va le dire. Donc des fois, il y en a qui disent: «Ah putain, le mot que le Charles a dit là, ce jour-là, ah ouais, ça m'a touché». Puis il y en a un autre qui, à un autre moment, va être touché par un truc que j'ai pu dire moi. Hem et voilà, du coup, les 2 ensemble, ça fait que c'est parce que je trouve ça bien meilleur quand j'étais tout seul, Mmh. et j'adore, quoi. Mmh. Ouais, j'entends une danse entre vous. Mmh. Et, euh, et du coup, justement, ces hommes, ils vivent quoi avec vous? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher C'est difficile à dire parce que je pense que chacun vit, enfin tout le monde vit des choses un peu différentes. C'est ça qu'on a écrit un jour sur notre site où on sait, on sait pas ce que va vivre un homme avant qu'il vienne, et ce serait prétentieux de dire qu'il va vivre une transformation radicale et Mmh. qu'une renaissance ici et ça. Mais ce qui est certain, c'est que je voudrais pas dire tous parce que je trouverais ça prétentieux, mais peut-être tous quand même. Et mettons, on va dire juste pour enlever la partie prétention, une très grosse partie des hommes Ouais. vivent quand même une expérience qui est extraordinaire, euh, unique, et qui va amener waouh, ah ok, c'est possible d'être en relation avec d'autres hommes de cette manière-là. C'est possible de s'ouvrir comme ça devant d'autres hommes. Euh, et ça peut changer une façon d'être dans la vie, je trouve. Il y a un avant, un après, quoi, quand même. Je- Il y en a qui le disent, Mmh. il y a un avant, un après, ou il y aura un avant, un après. Et, et oui, en tout cas, moi, je pense que vivre ça, si je me reviens à mon expérience, moi, vivre ce genre d'expérience m'a clairement amené un avant et un après, et a changé ma manière de me montrer et d'oser me montrer dans ma vulnérabilité, et du coup, dans mon authenticité et dans ma vérité. Mmh. Ouais, c'est ça que tu veux dire quand un homme dit ah je savais pas qu'on pouvait relationner autrement Ouais. comme ça avec un autre. Donc ça, c'est une dimension. Comment est-ce que je peux me montrer, je peux m'ouvrir, je peux parler de ce que je vis. Et après, une autre chose qui vit pour beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de libération émotionnelle. Il y a des émotions qui sont contenues, réprimées depuis tellement longtemps, qui ont pas l'espace pour sortir d'habitude. Ça peut être de la tristesse, de la colère, mais aussi de la joie. Et donc, Mmh. dans nos retraites, il y a de l'espace pour les deux. On va Mmh. pas justement que dans du gros, deep, Gros profond, pathos, ouais. marteau-piqueur, et je suis vigilant parce que moi, je suis à l'aise dans ça, mais en même temps, je suis aussi j'ai tellement besoin de l'autre côté Mmh. et de cette joie, de cette légèreté, que on intègre ça aussi, et pouvoir euh, laisser de l'espace pour cette joie, ou créer un espace où, ok, on peut se lâcher et puis on Mmh. peut rigoler et déconner et se faire plaisir. Je pense que ça amène quelque chose, donc la libération émotionnelle. Et après, il y en a qui ont il y en a pas mal qui ont des grosses prises de conscience Mmh. à différents moments. Ça peut être dans des états un peu de conscience modifiée qui viennent des ateliers qu'on fait, ou alors juste dans des prises de conscience qui viennent du partage d'un homme, ou des choses qu'ils sont en train de vivre, ou une idée qui leur passe entre guillemets, qui leur passe par la tête quand on est en train de marcher. Et, et ces prises de conscience-là peuvent amener un changement de direction, ou amener une réponse à une question qui se posait dans la vie par rapport à une situation de vie. Je dirais que c'est rarement professionnel. Des fois, c'est plus du sens quand il s'agit d'un truc professionnel. Ok, quel sens je donne à ma vie? Mais sinon, c'est beaucoup plus souvent des questions qu'on se pose par rapport aux relations Mmh. proches, aux relations amoureuses, euh, à sa position dans la famille. Voilà. T'en as qui se sont fait cueillir, genre vraiment surprendre.
Ouais, et je pense que si je me rappelle bien, parce que j'ai écouté l'épisode que tu as enregistré avec Ouais, Charles, je pense je que crois que je t'ai Charles posé la parle même d'un homme. question. Donc ça me Quand je te l'ai fait. posé, je Je me vais dis, essayer de pas tiens, redire la même ouais. chose. Je t'avoue que nous, on se fait cueillir souvent. Ouais. Parce qu'il y a des ateliers où on ne sait pas ce que les hommes sont en train de vivre. On n'a aucune idée. Hmm. On voit leur réaction, donc on voit ce qui est extériorisé, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et quand on débriefe après, parce qu'on prend le temps de débriefer, justement, on vit pas juste des choses comme ça, et puis après on passe à autre chose. Pour nous, c'est important de prendre le temps de débriefer, parce que dans ce temps de débrief, on est, on peut être vu par les autres avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on ressent, avec ce que ça a fait émerger de nous. Et je pense qu'il y a une grosse force thérapeutique dans le fait d'être vu et de partager du coup quelque chose qui était vécu individuellement, même s'il y avait le groupe qui portait tout. Et du coup, nous souvent on se fait cueillir ou je, je, il y a je sais pas comment ne pas aller au-delà de la règle de confidentialité. Euh, Bon, disons qu'il y a un homme qui était allongé et qui était complètement immobile. Et moi, je me disais, ok, bon, peut-être que ça marche pas, ça le touche pas. Et en fait, dans son débrief, il était en pleine sortie de corps. Il était en train de voyager complètement ailleurs. Et il a eu un des meilleurs trips de sa vie qui lui a amené tellement de choses alors qu'il était en mode allumette, les bras contre les jambes tendues, les bras le long du corps. Moi, je dis, bon, ok, ça se trouve, il dort, quoi. Et en fait, non, il était au-dessus de la montagne, en train de vivre des trucs absolument incroyables et qui lui ont fait beaucoup de bien. Donc nous, on se fait souvent On se cueillir. reprend. Ouais. Hmm. Et le fait, justement, que c'est, ouais, comme voilà, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la nature des hommes, le fait que ça se passe dans ce cadre naturel, ça amène quoi? Je pense que la nature, elle a à la fois le rôle de décor et et elle participe à la déconnexion. euh, Parce que tout d'un coup, on est un peu loin des habitudes qu'on a d'être entre quatre murs. Euh, on a beaucoup moins accès ou plus accès à la technologie. Hmm. Euh, donc, je pense que là, ça joue un rôle de déconnexion avec notre quotidien. Et après, ça vient réveiller des choses aussi, aller couper du bois, faire du feu, monter une tente. Chez moi, en tout cas, ça réveille vraiment le petit enfant. Je suis trop Hmm. content de faire ces trucs-là. Et là, quand on fait ça entre copains, plein de mecs, et que ça va vite et que c'est trop cool. Enfin, je trouve que ça crée quelque chose. Et après, je pense aussi que la nature, elle joue un rôle de catalyseur de l'expérience parce que le fait d'être aussi longtemps dans la nature et qu'on veut se reconnecter à soi et qu'on ait aussi peu de distractions ou qu'on soit aussi loin de notre confort habituel, bah, ça fait que ça revient. Il y a des choses qui reviennent au galop. Où j'ai la croyance qu'on a des choses qui sont ancrées au plus profond de nous parce qu'on a passé 98% de l'existence de l'Homo sapiens dans la nature, hors Ouais. des villes. Et tout ça, c'est resté au plus profond de nous, ancré. Et il suffit de passer quelques jours dans la nature pour que, de manière naturelle, il y ait des choses qui se réveillent. Donc je pense que dans ce sens, la nature joue aussi le rôle de catalyseur d'une reconnexion à des choses qui sont ancrées profondément en nous. Hmm. Et au point qu'au bout de 5 jours, quand quand je remarche sur la route, ou que je traverse la route, ça me fait tellement bizarre. Ouais. Alors que bon, c'est une route dans le quotidien. Je suis pas en mode waouh. Je vois pas là quand je vois la rue devant chez moi, quoi. Alors que là, après 5 jours à marcher sur des cailloux, sur de l'herbe Hmm. dans tous les sens, et que là, je suis sur une route, je me sens en mode les visiteurs, Jacouille qui voit Sur une le- route et qui Ouais. t'as vu comme c'est plat et Hmm. tout. C'est L'odeur et ouais. Hmm. ou les premières, c'est bête, mais les premiers après la première édition de mai, je suis allé dans des toilettes, je me suis assis. Et j'étais surpris de voir tout carré. Les portes, les angles droits partout, les carreaux en angle droit. Parce finalement, il n'y a pas ça dans la nature. Hmm. Donc, ouais, je trouve que ça joue un sacré rôle
déconnexion et déconnexion du quotidien et reconnexion à soi. Hmm. Hmm. Tu parlais du petit enfant tout à l'heure. Mm. Et du coup, et de cette nature, c'est quelque chose que tu avais dans l'enfance ou au contraire peut-être qui t'a manqué? Ouais, c'est quelque chose que j'avais quand même pas mal. Je dirais qu'à partir de mes, je sais pas quel âge j'avais, 7-8 ans, on habitait en ville, mais on habitait face à la mer. Donc, Hmm. même si on était en ville, j'avais tout ce qui était devant moi, qui était la nature. Et je passais beaucoup, beaucoup de temps jusqu'à ce que je parte de Marseille, chez moi, devant la mer, genre tous les jours. Et ça me faisait vraiment du bien. Et même quand j'étais beaucoup plus petit, des fois, je passais où il y avait des tempêtes. Je rentrais en bus et puis le temps que je remonte jusqu'à chez moi, je regardais la mer. Donc j'avais ça. Puis après, j'ai fait peut-être quelques petites genres de colo. Mais c'est pas ça qui m'a le plus marqué. Mais sinon, mes grands-parents avaient une maison à la campagne. Et puis je faisais du feu avec mon grand-père qui s'appelle Renaud, qui me regarde. Et, et, euh, et voilà, donc j'aimais bien dans la nature déjà, Hmm. ouais, depuis petit. Oui, où on allait à la montagne avec mes grands-parents aussi, on marchait dans la montagne et je pense que ça me rappelle tout ça. Hmm. Ouais. Tu l'as perdu à un moment cette nature? Ou elle a toujours été là dans ta Elle, vie? elle a toujours été là d'une manière. Maintenant, je remarque que je l'ai beaucoup cherchée quand elle était moins présente. Quand j'ai vécu longtemps à Montréal. À Montréal, je passais énormément de temps dans les parcs, comme beaucoup de gens, Hmm. quand c'est en tout cas dans la saison qui le permet. Euh, et parce que c'est adapté, il y a plein de parcs partout et c'est dans la culture. Mais même quand j'habitais au Mexique, Guadalajara, il y a beaucoup moins de parcs. Là, pour le coup, c'est moins dans la culture. Et malgré ça, j'allais au parc. Genre, des fois, le week-end, je disais à, à mon ex-femme, OK, je vais au parc. Et ça leur paraissait bizarre. Même Ok. à ses parents, Renaud est parti au parc métropolitain, là, avec sa guitare. Qu'est-ce qu'il est allé foutre au parc, quoi? Et c'est vrai que ce parc, il était pas fou, quoi. Mais je sais pas, j'avais Oui. besoin, en fait, d'aller, OK, me poser à un moment, surtout que c'est une énorme ville. Donc, je l'ai jamais complètement perdu, mais avec ta question, ouais, je remarque que, ouais, Hmm. Il y avait toujours un je l'ai lien. recherché. Ouais. Mm. Ouais, ça me parle. Mm. Je comprends. Et, Et et après, camper, en mode, je l'ai pas fait sans arrêt, mais, ouais, ça, au moins de manière, au moins quelques fois, tu vois, genre, hmm. si c'est pas quelques fois par an, une fois par an, tu vois, histoire de faire une petite aventure, quoi. Hmm. Hmm. Et sur ton site, tu l'expliques, je suis curieux parce que c'est à peu près, moi, mes parents sont séparés, j'avais 6 7 ans. Ouais, T'as grandi dans une famille séparée. ouais. Euh, ouais, je suis curieux pour toi de voir comment t'as vécu ça. Sachant que dans les années, du coup, j'imagine 90 à peu près, ça Ouais, devait être. ouais. C'était encore quelque chose qui était assez neuf, hein, de grandir dans une famille séparée. Toi, comment tu l'as déjà vécu à l'époque? Déjà, je remarque que tu me poses ces questions, j'ai des frissons partout. Mhm. Euh, ouais, je me suis jamais ressenti que c'était quelque chose en tout cas d'anormal ou d'extraordinaire. Ça m'a jamais touché. Mm. Mais par contre, ça a été hyper difficile pour moi Mm. comme situation pour l'enfant que j'étais. Euh, je le savais pas. Mais j'étais un enfant très sensible, je suis un homme très sensible, et donc tout ce qui touchait à mes émotions, aux émotions des autres, bah, me touchait très fort. Mm. Euh, ouais, ça a été hyper compliqué, hyper compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de mes blessures qui viennent de cette période-là ou qui viennent de ce que le divorce de mes parents a pu amener. Donc j'avais l'impression qu'il y a des choses qui étaient géniales Ouais. dans ma vie d'adolescent, euh, entre guillemets grâce à ce divorce, parce que par exemple ma mère était souvent pas là le week-end et du coup ben j'avais la maison de ma mère où même si le week-end théoriquement j'étais chez mon père, je pouvais y aller, en profiter, inviter des amis et puis
Et puis là, c'était genre trop cool. Il y avait toujours des amis à la maison et une maison disponible du coup pour des jeunes qui voulaient se retrouver, faire les cons, faire la fête. Euh, donc ça, c'était top. Mais j'ai réalisé après coup à quel point, ouais, il y a des choses qui m'ont touché, qui m'ont marqué. Et si je peux donner un peu plus spécifique, je pense que quelque chose qui m'a beaucoup touché, et je dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, comme ça que je l'ai perçu, c'est que j'ai senti qu'on m'a annoncé, ok, papa et maman vont divorcer, et que voilà, c'est tout ce qu'on m'a dit, quoi. Et allez, tu peux être couché. Ouais. Genre, là, je le caricature fois 10, mais en tout cas, le moment où je me rappelle, là, sur l'île de ma mère, elle nous dit ça, on est allongé avec ma sœur. Ok, papa et maman, on va divorcer. Et je me rappelle pas, peut-être que ça a été le cas, mais je me rappelle pas que ni mon père, ni ma mère, ni ma grand-mère, à aucun moment, soit venu me voir pour me dire, alors, Renaud, comment tu te sens par Mm. rapport à ça? Et si je continue de parler de ça, ça me fout les larmes aux Mm. yeux. Parce que je trouve ça, enfin, j'ai trouvé ça tellement, du coup, difficile de rester avec les émotions que j'avais parce que j'étais hyper triste. J'étais hyper triste pour mon père que je voyais qui était triste. J'étais hyper triste pour moi. J'avais l'impression que ma famille Mm. explosait. Et, et j'ai l'impression que j'ai été très seul avec ça. Et donc, Mm. je me rappelle, je pleurais dans mon lit, mais je mouillais ça me fait encore sortir les larmes, tu vois. Et Mm. pourtant, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh, je mouillais mon oreiller de larmes et j'étais j'ai l'impression que j'avais personne avec qui en parler, quoi, et personne qui me demandait. Et en revanche, des fois, j'entendais d'ici et là des critiques d'un tel ou d'un tel, et ça me mettait en colère, genre fermez-la, genre en mode, arrêtez, genre c'est pas à moi d'entendre ces histoires, et et même c'est pas des choses qui se disent, mais alors pour prendre soin de l'enfant que j'étais, Mm. ouais. Et après, c'est hyper subjectif parce que je pense pas que ma sœur, qui avait 1 an de plus que moi, On a vécu la même ait façon. vécu la même chose ou été touchée par la même chose. Donc c'est là où peut-être que ce n'est que ma perception. Et si ça se trouve, on m'a demandé que 50 fois comment j'allais, mais j'avais besoin qu'on me le demande 1000 fois. Mm. Dans mes souvenirs, on me l'a pas beaucoup demandé, mais ce n'est que Peut-être ma que dans perception. l'intention, l'émotion, que tu sentes réellement peut-être considéré ou vu, Ouais. aussi ça, Mm. j'imagine. Ouais. Mm. Mm. Et en même temps, je me mets à la place de mes parents, ils ont fait de leur mieux. Ça devait pas être facile, c'est pas facile pour un papa j'en vois des papas régulièrement qui Mm. sont au milieu d'une séparation. Donc déjà réussir à gérer ses propres émotions à soi, euh, à être conscient de ce qui se passe à l'intérieur quand on vit un renversement émotionnel aussi gros qu'un divorce, j'ai envie de dire inanticipé, Mm. surprise. Euh, Et puis pour une maman de devoir dire ok à ses enfants ok on va divorcer, ça devait être, je pense que c'était très très difficile pour eux, donc je veux pas les blâmer. Et en même temps, désolé, je vais un peu plus loin que ta question. Je suis même aujourd'hui même beaucoup de gratitude, surtout dans les stages que j'organise pour ça, parce que c'est pas un hasard qu'aujourd'hui les espaces que je tiens et que j'ouvre, c'est un espace où on peut s'écouter, où on peut écouter l'autre et comment il va et comment il se sent, Mm. parce que je sais ce que c'est de pas se sentir vu, de pas se sentir Mm. écouté dans sa douleur, dans sa souffrance. Et du coup, j'ai intégré ce que c'est de pouvoir répondre à ce besoin-là. Et je sais répondre à ce besoin-là parce que je sais ce que ça fait de ne pas l'avoir comblé. Mm. Et donc, au final, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. C'est douloureux, ça me met encore les larmes, mais c'est un cadeau parce que ça me permet d'être l'homme que je suis aujourd'hui et d'apporter ce que j'apporte humblement à mon niveau dans, Mm. dans ce monde. T'as eu quand même des moments de colère contre eux? Des moments de colère? Ouais. Ouais, bah ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ben, je pense que la colère venait prendre soin de la tristesse. Et Mm. oui, il y a eu de la colère. Ouais, il y a eu de la colère. Que c'était pas juste, que je voulais pas que ça se passe comme ça. Ouais.
Du coup, t'as grandi avec quel modèle de père ou modèle d'homme en général? Est-ce que t'as parlé de ton grand-père aussi? J'ai grandi avec mon grand-père, qui je pense était un homme très sensible, qui était un homme, euh, je dirais pas effacé, mais qui avait du mal à prendre de la place par rapport à ma grand-mère, qui est Ouais. une matriarche plus 10 fois, genre la monarque de la famille, et, mais qui était en même temps très doux. Et c'est drôle, je pensais à lui tout à l'heure parce que je trouvais ça rigolo qu'on se retrouve dans mon bureau. Et comme j'étais un peu stressé, j'ai parlé au petit enfant et je me suis rappelé du bureau de mon grand-père dans lequel j'allais. Et c'était vraiment le refuge. Donc Hmm. j'ai eu mon papy qui porte mon nom, il s'appelle Renaud. Hmm. Je porte son nom plutôt, qui a été très présent. Après, mon père, qui est, je dirais plutôt, je déteste mettre des étiquettes, mais en tout cas j'ai l'impression que parler de ses émotions et dans certains cas juste parler tout court, euh, mais surtout de ses émotions, surtout de ce qui est sensible, de ce qui est délicat, c'est pas sa tasse de thé. Et pourtant, je pense qu'il est très sensible, euh, mais s'exprimer et parler de certaines choses inconfortables, c'est pas sa tasse de thé. Et je pense que mon grand-père était de ce côté-là était pareil. Euh, je serais très surpris qu'il ait beaucoup parlé avec ses enfants des émotions, de ce que c'est d'être un homme. Donc, je pense que mon père a fait de son mieux avec ce qu'il avait, mais disons qu'on parlait pas beaucoup de ce genre de choses-là à la maison. Hmm. Et par contre, c'est aujourd'hui encore quelqu'un qui est hyper sportif et je vois, Comme toi. je me retrouve en lui en fait. Et je me retrouve même à travers mes enfants parce que je me rappelle quand j'étais petit que je voyais mon père qui allait jouer au tennis et que je l'amenais jouer au tennis, enfin que je l'accompagnais jouer au tennis, ou j'allais courir avec lui, ou qu'on allait faire du roller, ou qu'on allait faire du vélo, qu'on allait faire euh, plein de trucs. Je vois que je fais un peu ça avec mes enfants aussi. Et, et on pourrait penser que c'est juste génétique, mais je pense qu'il y a un côté aussi où il y a le modèle comportemental Ouais. qui m'a inspiré, qui m'a donné le goût de faire du sport et, euh, et voilà, et ça c'est trop cool. Je lui dois ça aussi. Hmm. Hmm. Et comment, parce que c'est vrai que c'est une phase que je connaissais pas de toi, mais euh, t'as eu un twist, on va dire, dans ta vie à 27 ans, c'est ça? Ouais. Euh, comment, on va dire, l'environnement familial dans lequel tu as grandi, justement, notamment ce divorce, Mhm. ça influence, est-ce que ça influence, en fait, euh, ce, cette bascule dans ta vie? Ouais, bah parce que oui, j'ai eu une bascule à 27 ans parce que je me suis marié très tôt. Je me suis marié à 25 ans. Euh, Ça faisait combien de temps que tu étais avec elle? Ça faisait 7 ans. Ouais, Enfin, ouais, quand j'ai divorcé, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble. ouais, Ça faisait 2 ans qu'on était mariés au moment du divorce. Donc, une fois mariés, ça a pas duré. Enfin, au bout d'un an et hmm. demi, Vous avez été ensemble jeune, ouais, assez jeune. on a été ensemble, oui, relativement jeunes. Et après, je dis que je me suis marié jeune. Pour la France, c'est jeune. Et quand je dis ça, je me suis marié à 25 ans. Je me suis dit, t'es marié super tôt. Mais comme j'étais dans un environnement où elle était mexicaine, Hmm. 25 ans au Mexique, c'est pas si tôt que ça. Ouais, C'était, c'est pas la même. ouais, Hmm. non, c'était pas si tôt que ça. Euh, Parce que dans beaucoup de familles au Mexique encore, c'est pas la majorité, la fille ne part pas de la maison de ses parents tant qu'elle n'est pas mariée. Hmm. Et le premier domicile dans lequel le couple habite ensemble, euh, ou plutôt le couple habite pour la première fois ensemble une fois qu'ils sont mariés, et pas avant. Du coup, 25 ans, moi, ça me paraissait pas si jeune, et bon, bref. Euh, et oui, ça a été hyper difficile pour moi. Il y a plein de choses qui se sont rejouées de mon enfance. Tout à l'heure, on parlait du divorce de mes parents. Quand c'est moi qui me suis retrouvé euh, à, j'aimerais bien dire demander le divorce à ma femme et que ça soit si simple que ça, mais plutôt à exprimer des inconforts et des questionnements à ma femme et mettre, je sais pas combien de mois à réussir à assumer que je voulais divorcer et à le poser et à le dire. Euh,
ça a été hyper long et c'était hyper difficile pour moi de jouer le rôle, ou en tout cas je sentais que d'une certaine manière je jouais le rôle qu'avait eu ma mère, Hmm. qui avait demandé le divorce à mon père, qui avait pris soin d'elle, mais aussi créé de la souffrance et de la tristesse chez mon père. Et là, je voyais euh, mon ex-femme qui était hyper amoureuse, hyper investie, euh, vraiment adorable et que j'aimais beaucoup, et que j'étais en train de lui briser son petit cœur. Et ça me faisait hyper mal. Et Hmm. c'était et du coup, je savais plus si je pensais rationnellement, si la décision était OK ou pas OK. Et c'est ça qui fait que ça a pris du temps. Je me dis non, c'est plus possible, mais en même temps, nanana. Donc je tournais en rond, et ça a été, ouais, ça a été hyper dur. Il y avait un truc en toi qui, au début, qui a dit non, je veux pas que ça arrive, ou moi je veux pas reproduire le modèle, ou c'était des choses que t'es pas forcément consciente à l'époque. Non, c'était pas vraiment conscient. Après, c'est que c'était peut-être avant ça. Ouais, en fait, oui. Maintenant que j'y pense, quand je me suis marié, moi, je me suis pas marié pour me dire je vais divorcer. Ouais. Genre, j'ai même pas envisagé cette option-là. Hmm. Euh, Même le contrat de mariage, ça me paraissait, enfin, c'est un autre débat, mais genre, je me suis même pas questionné sur le régime matrimonial. Souvent, on peut séparer les biens, ou je me rappelle plus des noms, ou alors le régime de biens communs. Je sais, mais all-in, bien commun, mais évidemment. De toute façon, on n'aura jamais rien à séparer parce que on va rester ensemble toute notre vie. Moi, j'étais dans Ah, il y avait un truc qui croyait dur. ah ben j'y croyais dur comme Ouais, fer. Je me ouais. mariais pas pour divorcer, c'est sûr et certain, quoi. Après, mon mariage avait été genre merveilleux. J'étais mon premier pote, le premier de tous mes potes à se marier. Donc, il y a une grosse équipe qui est venue au Mexique de Montréal, une grosse équipe de France. C'était une fête de ouf. C'était trop bien. Genre, donc tout était trop bien. Euh, et il y a une part de moi, ça faisait chier de taper, de moi effondrer le château de cartes que j'avais créé. Hmm. Euh, Encore un frisson en disant ça. Hmm. Mais c'était nécessaire, quoi. Ouais, Et je pense que c'était la bonne décision, et heureusement que je l'ai fait. Et le fait de prendre cette décision-là et de vivre autant d'inconfort, c'est ça qui m'a mis sur le chemin d'une reconnexion à moi, parce que au bout d'un moment, je me suis dit, mais comment est-ce que avec les mois qui passent, je peux me sentir encore aussi mal quand je regarde en arrière, même si je sais tout ce que ça m'apporte. Comment est-ce que je peux me sentir encore aussi mal? Et puis finalement, une fois trouvé le bon thérapeute, j'ai découvert que mon mariage et mon divorce, c'était juste des symptômes de comportement que je pouvais avoir, de manière d'être que j'avais acquise, que j'avais apprise, qui de fonctionner, mais qui aujourd'hui était plus bonne pour moi, quoi. Hmm. Hmm. Ouais, comment tu as vécu cette période est-ce qu'il y a eu un sentiment d'échec, est-ce qu'il y a eu ce sentiment, comme tu disais un peu tout à l'heure, de culpabilisation, de venir peut-être couper l'amour et les rêves de l'autre? Ouais, je pense qu'il y a je le vivais de deux manières. Il y avait une part de moi qui était dans ah ok, c'est la libération et Hmm. Soulagement. c'est génial, c'est trop Hmm. cool, c'est la bonne décision, tu prends soin de toi. Il y a une part de moi qui était le petit enfant qui mouillait son oreiller et Hmm. qui avait le cœur déchiré de revivre ça, en fait, parce que je revivais ça depuis une posture différente, mais il y avait Hmm. toujours le petit enfant en moi qui était euh, hyper attristé qu'une famille se sépare. Enfin, j'avais pas d'enfant, mais que la famille qu'on formait à deux Hmm. se sépare. Et aussi beaucoup de difficultés à faire du mal à quelqu'un. Genre, j'ai un souvenir où, quoique non, je vais garder ce souvenir pour elle parce que ça lui appartient et je veux pas Hmm. parler de sa tristesse. Mais en tout cas, j'ai des moments où ça m'a marqué de, de témoigner de sa tristesse, et je voyais à quel point moi ça me faisait mal de voir ça. Et tu sentais vraiment un appel à aller ailleurs, que tu avais autre chose à vivre? Ouais, je sentais qu'il y avait plus de, ouais, je sentais que c'était plus la bonne personne, la bonne direction, et
et que peut-être des choses que j'avais senties auparavant et que j'avais mis sous le tapis, bah là maintenant elles étaient évidentes Hmm. et que du coup je pouvais plus ne plus les regarder. Hmm. Si c'est ok, c'est quoi que t'as dû regarder un peu ou beaucoup, mais... Bah en fait juste je veux dire, ça m'est arrivé dans notre relation à des moments avoir un doute ou de me dire ah ok non, non c'est pas possible ou non là ça me fait chier là c'est fini ou là c'est la dernière fois que, mais je trouvais toujours ensuite un ah bah non, où j'oubliais, où j'arrivais à me convaincre que en Hmm. fait non, c'était la bonne et donc je pense que j'ai pas regardé en face ou j'ai pas écouté ces choses-là, ces moments-là. Hmm. Sorte d'illusion, j'entends, ou que de pas vouloir se voiler la face en fait à des gens. Ouais, c'est ça. Hmm. Je pense que je me suis voilé la face Hmm. à certains moments. Hmm. Et après, ça reste que c'était un mariage heureux. C'est ça qui Hmm. était compliqué quand mes potes ou nos amis et qui ont parti en week-end et tout, on leur a annoncé ça. Où ils ont appris ça, ils en revenaient pas. Ils nous disaient putain, mais vous avez l'air tellement heureux de l'extérieur, mais je pense que oui, mais il y a aussi une part de moi où c'était désaligné. Donc ouais, T'avais une tendance gentil garçon à l'époque ou ouais, dans le nice guy, celui qui a un peu peut-être du mal justement à quitter par peur de passer pour la mauvaise personne, le méchant. oui, oui, mais bien sûr, j'avais une tendance nice guy. Justement, le nice guy qui veut pas faire de mal à l'autre, qui veut Hmm. être aimé par l'autre. Ouais, ouais, j'avais clairement ça. Hmm. Et c'est des choses que j'ai appris en faisant cette thérapie, c'est que j'étais vraiment hyper fort pour montrer à l'autre ce que je pensais qu'il voulait voir. Hmm. Et du coup, j'étais plus connecté à qui j'étais, mais j'étais juste le super acteur qui pouvait donner à l'autre ce qu'il voulait et que du coup, dans certains contextes, ça marchait très bien. Hmm. Genre professionnellement, il y a des endroits, il y a des, ouais, ça marchait bien parce que c'est agréable d'avoir un petit mec en face qui te donne exactement la monnaie que tu as envie d'avoir. Et, mais sauf que pour moi, au bout d'un moment, je veux dire, C'est pas tenable. ça marchait plus. Et, et je pense que dans cette relation amoureuse-là, et certainement dans d'autres relations avant, il y a des endroits où j'avais clairement ce rôle du nice guy, ou avec ma belle famille, et je nomme souvent dans notre cercle Javier, qui était le, le père du coup Le père, hein. de mon Ton père. ex-femme, qui est en paz descanse, comme on dit en espagnol, euh, et que j'aimais beaucoup, mais il a jamais vu qui j'étais. Il a Hmm. toujours vu le nice guy que je montrais et que la personne que je croyais qui voulait voir ou la personne que ma grand-mère m'a fait comprendre qu'il fallait que je montre aux autres. Donc, le petit gars poli qui va dans son sens, qui nanana, Hmm. nanana, qui fait le bon petit professionnel et le bon petit mari. Mais le vrai Renaud, il l'a jamais vu, quoi. Hmm. Et, ouais. Et je pense que peut-être que ma femme voulait pas qu'il le voie tant que ça non plus. Hmm. Et donc, ouais, j'ai complètement ce côté de nice guy. Tu t'en souviens de cette époque de comment c'était de mettre ses masques en fait? Ouais, très très désagréable. Et en même temps, c'était tellement appris que, je veux dire, j'ai dû faire ça toute mon enfance, quoi. Toute mon enfance avec ma grand-mère, on n'avait pas le droit d'être. Ma grand-mère était très très présente, et c'est la grand-mère monarque dont je parlais tout à l'heure, monarque borderline tyran. Ok. Euh, Très aimante une fois de plus, mais dans ma sensibilité d'enfant, c'était très très dur d'être avec quelqu'un d'aussi autoritaire et Hmm. rigide et strict. Et on devait se tenir comme des images. J'étais du coup l'image d'un enfant sage, mais je n'étais pas l'enfant que j'étais. Et du coup, bah, j'ai appris à être l'image qui était attendue dans beaucoup de contextes. Et c'était très désagréable parce que même si j'étais à l'aise, c'est drôle que c'était à la fois à l'aise et désagréable. C'était facile, mais en même temps, Il y a un truc en ouais, il y fond. a un truc, Ouais. Je vois. alors que, bah, je vois que j'ai bien changé. Après, les personnages sont pas les mêmes, mais avec la belle famille avec les parents de Anouchka, là, ma conjointe, la mère de mes enfants, je suis complètement moi, mais Hmm. genre à 100%.
Je cache rien, je suis qui je suis et c'est doux, c'est fluide, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et le nice guy revient malgré tout dans d'autres contextes. C'est dur de s'en lâcher. Hein. C'est ouais, c'est dur. Tu connais ça? Je connais. Je sais que tu connais. Et finalement, ça m'est venu là, finalement, t'as eu aussi, je parlais quel modèle de père t'as eu tout à l'heure. Là, t'as évoqué les femmes finalement qui ont été dans ta vie, en tout cas certaines. Ouais. Ta mère, ta grand-mère et peut-être cette première femme. C'est des femmes plutôt un caractère affirmé, non? J'entends. Ma grand-mère et mon ex-femme avaient un caractère affirmé. Bah, je crois beaucoup, et je vais reprendre les mots de Stéphane Schillinger qu'il a dit un jour dans je sais plus, dans un podcast, je pense, d'une manière que j'ai trouvé très juste, qui dit qu'on goûte à un certain cocktail, notamment chimique pendant notre hormonal / chimique pendant notre enfance, de par ce qu'on vit dans notre famille, et qu'on va essayer de regoûter au même cocktail à un autre moment dans notre vie, en retrouvant un père qui ressemble à son père, un mari qui ressemble à son père pour une femme, et moi en l'occurrence mon ex-femme qui avait pas mal de traits similaires avec ma grand-mère, qui était très contrôlante. Et du coup, j'ai retrouvé ce même cocktail. Ouais. Donc oui, vous avez ce côté-là. Ma mère est moins comme ça, mais en tout cas, je peux voir dans le côté très très contrôlant de mon ex-femme, ma grand-mère à 100%. Et toi, ça t'a permis un peu de voir. Donc j'imagine. Désolé de rajouter ça, mais ce qui a rendu les choses encore plus difficiles, parce que pour le petit enfant que j'étais, qui devait se plier à l'autorité de la grand-mère, là tout d'un coup. Me lever à table dans mon couple et dire ok là non, c'est le petit enfant, il a plus envie d'être le petit enfant, et de trouver la manière justement de devenir un homme qui affirmait ce qu'il voulait ou qui il était. C'était pas facile. C'était vulnérable finalement. C'était quoi? C'était vulnérable, pardon. C'était vulnérable, et c'était un terrain que je n'avais jamais, sur lequel je n'avais jamais marché. Du coup, je savais pas comment faire, quoi. Ouais, c'est quoi que ça t'a demandé après cet événement quand même impactant dans ta vie? Comment derrière le Renaud il a évolué, quoi? Comment il s'est mis en chemin de ce chemin dont tu nous parlais au tout début? Cette thérapie donc m'a permis de comprendre plein de mécanismes d'adaptation que j'avais mis en place, et juste de mettre de la conscience dessus, et j'ai continué à cheminer en sachant ça. Donc c'était comme si j'avais des parties de plus dans l'équation, et après j'avais rien résolu, mais j'avais juste dépassé une petite étape, mais j'ai vraiment ressenti que ça a marqué un retour vers moi, le début d'un retour vers moi. Pourtant, j'étais quand même sensible à tous ces sujets avant. C'était pas la première fois que j'entendais parler de thérapie, développement personnel. C'est genre ça m'intéresse depuis je suis limite grand ado. Mais là, c'était du real life. Genre, là, c'était pas des histoires de livres, c'était ok. Tu vas au charbon, mon petit, quoi. Et t'as eu peur de reproduire le même schéma avec Anouchka? J'imagine que y a pas eu d'autres mariages entre temps. Non. Mais ouais, puis on n'est pas mariés. Donc voilà, j'ai pas voulu reproduire le schéma mariage. C'est par là. Ouais, c'est bon, c'est pas nécessairement une vraie intention, mais il y avait plus besoin de mettre un décorum, des paillettes. Anouchka, ça a été tellement fluide dès le début que c'était différent. J'avais l'impression qu'elle m'acceptait, me prenait complètement pour qui j'étais. Après, certainement qu'il y a des endroits où j'ai encore les mêmes tendances à pouvoir tomber dans un. Mais bon, la personnalité d'Anouchka est complètement différente. Anouchka est pas contrôlante du tout. Et du coup, ça me met en sécurité pour pouvoir être qui je suis.
Et donc, oui, il y a de la vigilance à pas reproduire des choses. Je pense que je peux pas dire que j'ai éliminé parfaitement certains comportements que je pouvais avoir ou certaines tendances que je pouvais avoir. Mais je pense que ouais, il y en a beaucoup qui sont de côté. Parce que là, sa personnalité aussi me laisse plus de place. Hmm. Et ouais, j'entends la sécurité finalement, la confiance dans la relation qui te justement a autorisé, j'imagine, le nice guy à laisser de côté et être le Ouais. Renault plus simple Ouais. dans la relation. Mhm. Et du coup, là, pas tomber dans dans le tyran. Ouais, dans l'inverse. Je te dirais que c'est peut-être plus ça Hmm. enfin, ça peut être plus ça l'enjeu. Euh, J'exagère, hein, là, je vais dépeindre mais ça reste que c'est une réalité. Je pense que les parts se polarisent et que s'il y a la part du nice guy Hmm. quelque part, il peut y avoir la part du va te faire foutre de l'autre côté. Et, ouais. Et donc, je pense que dans ma relation aujourd'hui, ou dans l'histoire de cette relation, il y a peut-être plus de facilité à exprimer cette part-là, ou en tout cas, la part, mettons, tyrannique, que la part nice guy. Hmm. La part tyrannique qui est une manière que j'ai de fonctionner avec moi-même, où je vais être intérieurement très dur, et du coup que des fois, je peux être dur ou avoir des attentes élevées avec des gens qui sont proches de moi, euh, parce que il y a la sécurité, la confiance, où j'ai l'impression que ça peut être une extension de moi, alors que ça l'est pas du tout. Et du coup, d'avoir ce comportement ou ces attentes et cette exigence avec les autres proches de moi, donc avec ma conjointe. Euh, Encore une fois, je le sais, donc je sais que c'est là, mais ça n'empêche pas que ça puisse Hmm. avoir lieu parfois, quoi. Hmm. Ouais, j'aime bien toujours poser à mon invité quel trait, quel conditionnement, même si j'entends que là, c'était pas forcément quelque chose que tu avais avant dans tes relations, mais c'est quoi encore qui, peut-être dans tes conditionnements hommes, qui viennent encore, qui sont encore là, qui sont encore présents, et il y a peut-être une voix des fois qui dit, putain, je suis encore en train d'agir comme ça, tu vois. Tu vois ma question. Mmh. En gros, de quelle manière on m'a appris à être un homme et que je continue C'est d'exprimer quoi les aujourd'hui? endroits encore où tu te juges dans tes comportements? Ah, je vais être exigeant et dur Hmm. exigeant et dur avec moi, qui va être, genre, c'est jamais suffisant. Hmm. Après, je suis pas sûr que ce soit la manière d'être un homme, c'est juste la manière que j'ai entendue Hmm. ou en tout cas que j'ai intégrée, c'est jamais assez, Hmm. c'est jamais assez bon, jamais assez comme ci, assez comme ça, ou t'es pas suffisant comme tu es. C'est le pas assez, l'inverse de ce qui est écrit là-dessus. Là, il est écrit you are enough, tu es suffisant. Donc l'inverse de ça. Donc le fait de ne pas être assez. Donc je peux avoir cette tendance à me marteler ça et avoir l'impression que je fais jamais rien de bien. Hmm. Après, je pense pas que c'est un modèle d'homme ça, mais je pense que c'est juste Toi. c'est juste moi. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est juste que j'ai intégré de qui j'étais, ou c'est juste ce que j'ai compris de comportement de certaines personnes par rapport à moi Hmm. quand Hmm. j'étais petit. Et pourtant, on m'a aussi beaucoup répété que, ah oui, que j'ai des enfants tellement gentils, j'entends ma mère dire ça, etc. Mais ça n'empêche que dans certaines expériences, j'ai quand même intégré que, bah non, j'étais pas assez. Hmm. Hmm. Et ouais, parce que je te suis, je te connais un peu, et je te vois notamment dans la pratique sportive, tu vois, notamment le running ou tout ça, et tu retrouves ce truc-là, j'ai l'impression de... Ah, Y toujours, aller? ouais. Enfin, c'est mon impression, c'est ma vision. Ouais. Euh, Non. Pas nécessairement. Un Hmm. petit peu, tu vois, je me posais la question justement parce qu'on a fait une course avec Charles il y a 2 semaines, 10 jours, et quand je m'étais blessé, j'étais pas entraîné et j'ai vraiment dégusté et ça m'a
touché. Genre, j'étais vraiment... déjà, j'ai pas passé un super moment pendant 40 minutes où j'étais dans le rouge et du coup, il fallait y aller, il fallait cravacher. Et j'aurais préféré avoir plus de jus et pouvoir sentir que j'en avais sous le capot plutôt que être avec la corde tendue tout le long. Et après ça, je me suis dit, ah ok, vas-y, tu vas t'entraîner, l'année prochaine, on la refera, puis on va mieux performer. Et je me suis questionné du coup depuis que j'ai dit ça à Charles, pourquoi? Est-ce que c'est une réaction d'ego? Est-ce que c'est justement vouloir... il y a peut-être une partie de ça, après il y a une partie de dépassement. Je sais pas si ça vient juste de je veux être bon ou juste je veux faire mieux. Peut-être que c'est un peu la même chose, ouais. Et après, dans le sport, il y a un truc. Au-delà de ça, il y a juste que pour moi, le sport, il joue le rôle de soupape, de décompression. C'est vraiment l'espace où tout d'un coup, le running, c'est différent, mais si je fais un entraînement ou si je suis en train de jouer au tennis, je suis pas en train de penser à autre chose. Et moi qui ai tendance hyperactive et à toujours avoir besoin d'un truc un os à ronger pour mon mental. Faire 1 heure de tennis ou faire un entraînement de high rocks ou peu importe, tout d'un coup là, je suis juste dans le moment présent et au moins ça me repose quoi. Et ça me permet de libérer aussi plein d'autres choses. Tu parlais de tes enfants là juste avant. Comment tu vis de la paternité aujourd'hui? Je vis ma paternité avec énormément de gratitude et ouais, je vois à quel point mes enfants sont ou en tout cas le fait de devenir papa est peut-être le truc le plus apprenant pour moi ou le truc qui me permet regarde, le truc qui le plus rapidement possible et le plus efficacement me montre là où je ne suis pas libre. Et quand je dis je suis pas libre, là où j'ai encore des trucs à travailler. Parce que ça revient au galop. Ouais. Parce que pour moi, c'est tout aussi beau d'être papa que ce que c'est challengeant. Et, et du coup, oui, c'est très, très enrichissant. Et je remarque aussi que dans les retraites, souvent quand je parle de mes enfants ou quand quelqu'un parle de ses enfants, ça me touche direct. Et ça me met la larme à l'œil ou dès que je sens un papa qui est connecté à ses enfants, parce que je pense que je guéris mon enfant intérieur aussi en donnant à mes enfants des choses que peut-être moi je n'ai pas eu. Peut-être qu'il y a d'autres choses que du coup j'oublie et j'ai pas du tout la prétention d'être un papa parfait, mais en tout cas je pense donner à mes enfants certaines choses que je n'ai pas eu ou un certain niveau de conscience que peut-être mes parents ou mes grands-parents n'avaient pas. Encore une fois, sans blâmer personne. Je pense que chacun fait avec son temps et qu'on savait pas autant de choses à l'époque. Mais voilà, c'est difficile et en même temps c'est beau. Et je remarque aussi que souvent ça m'arrive de faire des pratiques de gratitude où je dois me remettre dans 3 moments. Tu sais, le priming de Tony Robbins, je sais pas si tu pratiques ça. Et que souvent les moments, des fois, c'est des moments tellement simples où je suis allongé dans le lit avec mon fils, puis il me pose la main sur la joue. Juste ça. Mais juste ça, pour moi, ça peut effacer 4 ans de me réveiller toutes les nuits parce qu'ils dorment pas. Ou en tout cas, ça vient compenser d'une manière qui est complètement irrationnelle tous les efforts qui sont faits pour prendre soin d'eux et pour prendre soin de moi là-dedans aussi. C'est quoi le dernier bouton rouge sur lequel ils sont venus appuyer? Hier, j'ai remarqué qu'il y avait c'est pas un gros bouton, mais j'ai remarqué que c'est vraiment un truc transgénérationnel. On était chez des amis et il y avait là une porte qui claquait tous les 30 secondes, il y avait une porte qui claquait. Et je pense que les enfants rentraient dans la maison, ils ouvraient les portes, là ça claquait.
Moi, mon père, il devenait fou quand les portes claquaient dans la maison. Et je remarque que même si je suis pas chez moi, que c'est pas ma maison, c'est pas mes murs, et que c'est pas mes enfants qui font claquer la porte, je remarque comme ça m'active que la porte claque. Où je me dis, oh putain, la porte claque. Et ça me tend, quoi. Enfin, non, ça me tend, je veux dire. Pas à ce point-là. Et je pense que si c'était dans la maison, et que c'est les enfants qui faisaient que, je pense qu'au bout d'un moment, je leur aurais dit, et peut-être que si ça avait continué, j'aurais un peu perdu patience. Donc ça, c'est une petite broutille, c'est pas grand-chose, mais ça peut montrer un endroit où plutôt qu'être dans la douceur, et ça, je peux sauter quelques marches d'un coup et arriver dans putain, allez, je vais pas leur dire putain mes enfants, mais euh, genre leur gueuler de fermer la porte, quoi, ou de faire gaffe, ou de plus aller dans la chambre, alors que c'est juste une porte qui claque. Et j'observais mes amis, j'ai l'impression qu'ils en avaient rien à foutre. Et je me suis dit, ah, mais c'est juste moi, alors. Et pourquoi c'est moi? C'est parce que c'est mon père que ça, peut-être que eux, non, ça claque, ils s'en foutent. Ça t'emmerde, les portes qui claquent? Je t'avouerai que je suis pas papa. Et c'est pas... Non, mais, bah, j'imaginais sans arrêt. Moi, je suis DJ, donc j'ai un truc avec le son et avec certains sons, donc je pense que ça me ferait pas, ça me ferait grave chier. Donc, ok. je peux comprendre. Je peux comprendre. Et je sais pas, sinon d'autres boutons rouges, mais je crois que là où on peut être déclenché en tant que parent, c'est là où nous, on n'avait pas le droit de faire certaines choses et que nos enfants les font quand même. Euh, Mon fils qui a bientôt 3 ans, qui était dans sa phase d'affirmation, euh, c'est viens ici, va là-bas. Et au bout d'un moment, le fait de pas me sentir écouté, ça peut revenir encore une fois, ou d'avoir l'impression d'être invisible malgré, ouais, ça peut venir me chercher, ça peut déclencher de la colère, ça peut déclencher de l'impatience et, et du coup des réactions, des comportements qui sont pas ceux que j'ai envie, pas ceux que j'ai envie qu'ils soient. En levant la voix, ouais. Mais ça fait partie du chemin. J'ai entendu il y a peu de temps que devenir papa, c'était comme faire un brouillon. En fait, c'était faire son chef-d'œuvre en même temps qu'on fait le brouillon, quoi. C'est qu'il y a pas de, il y a pas d'essai, quoi. Ou alors il disait il y a pas de brouillon. C'est que tu fais direct son truc. Ah, et si t'as chié un côté de ta peinture, bah tu fais avec. Et si un jour tu pètes un plomb, bah tu peux pas reprendre un autre truc. Il faut faire avec, un peu comme avec un chien. L'intégrer dans... Ouais, c'est ça, essayer de réparer enfin, si les gens si on s'en rend compte, la merde qui a été faite. Et ouais, ça me parle beaucoup. Moi aussi. Ouais, j'aime bien cette idée. C'est un peu l'histoire de la vie aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, ça me fait Mais je trouve que dans la paternité, c'est ça en mode plus. Ouais. Dans la vie, il y a peut-être ok, je suis allé là, c'est pas grave, je reviens tranquille. Mais à l'enfance, des fois, il suffit de dire, tu sais, il suffit d'un mot en trop, un geste en trop. C'est suffisant pour faire beaucoup de mal à un enfant. Donc, ouais. Je suis curieux et tu me dis si t'es ok pour répondre à cette... avec l'actualité, présentement, là, je sais pas, c'est avec les soirs Layana notamment. Ouais. Toi qui es papa, toi qui es homme, ouais, comment ça t'interpelle? Je t'avoue que je suis pas hyper connecté à l'actualité. J'ai entendu parler de l'histoire quand même. Moi, ça me glace le sang dès que j'entends parler d'histoires comme ça. Je me dis, mais quelle catastrophe qu'il arrive ça à ton enfant. Quelle catastrophe ça serait pour moi que je sais pas comment je ferais si s'il se passait des choses comme ça, même bien moins pire que l'histoire de cette fille-là. Donc ça me glace le sang, ça me fait peur, ça me rend triste, je pense. Avant la colère, je pense qu'il y a tout ça.
Ça me répugne aussi. Dégoût. Euh, je sais pas trop quoi penser. Je trouve que ça me fait prendre conscience, et Gabor Maté parle beaucoup de ça dans le cas des abus sexuels, notamment en prenant le cas de l'équipe américaine de gymnastique, où il y a eu une personne du staff qui a abusé sexuellement ou a mis des doigts dans les fesses à je sais pas combien de filles dans cette équipe-là, mais et il y en a aucune qui en a parlé aux Qui parents. a réussi à me parler. Et donc moi, ça me fait réaliser l'importance de la relation avec les parents, déjà parce que s'il y a un traumatisme comme ça, ou une expérience qui pourrait être traumatisante qui est vécue, si elle est partagée, si elle n'est pas gardée pour soi, et si on accompagne l'enfant après, je pense que ça enlève une grosse partie du potentiel traumatisant de l'expérience. Et du coup, ça me fait réaliser à quel point c'est important d'être dans une relation de confiance avec mes enfants. Du coup, de pas avoir des moments où, je parlais tout à l'heure de, tu sais, de perte de patience et que tout d'un coup, il peut y avoir un pétage de plomb et du coup, de nuire à la relation et de nuire à la confiance de par ça. Bah, à quel point c'est important s'il y a ça, de le réparer et de construire cette confiance de manière permanente pour que s'il y a un jour quelqu'un qui fait quelque chose, bah, qu'ils viennent en parler et qu'ils gardent pas ça pour eux pendant 20 ans pour euh, ressortir ça peut-être en thérapie 20 ans plus tard. Je crois que, tu vois, on a besoin, tu vois, tu parlais de joie à un moment dans les retraites, de comment aussi on peut s'autoriser la joie. Je crois à la joie comme qu'on peut s'offrir, on doit même, c'est presque quelque chose qu'on doit continuer d'entretenir justement pour affronter tout ça. Et j'aurais envie de parler de futur désirable, parce que moi, ce qui me dérange toujours dans notre société, des fois, c'est il y a juste les symptômes et on tape dessus. Et bon, on va déjà pas dans beaucoup de compréhension, mais surtout, on parle peu de futur désirable, ou en tout cas de où on veut aller, en fait. On dit ce qu'on n'aime pas là, mais et, euh, et dans cette peut-être vision masculine notamment, et donc à travers ce que tu proposes, comment on peut évoquer un futur désir? De quoi t'as envie, toi? Moi, j'ai envie de... C'est un gros mot bien général, mais de plus de conscience de manière générale, en commençant que chacun ait plus conscience de soi, ait conscience de ses réactions, conscience de ses blessures, conscience de ses comportements. Et, et je pense que si chacun de nous, je pense que si moi et tous les autres, on avait beaucoup plus conscience de nous et une bien meilleure connaissance de nous, on serait pas dans un monde qui fonctionne comme il fonctionne. Et donc, en tout cas, une réponse courte, ça pourrait être ça. Je rêve d'un monde où les gens soient plus conscients d'eux-mêmes. Et qu'est-ce que t'as envie d'offrir aux hommes dans le futur? Parce que je sais que t'as des projets. Au-delà de ces retraites et ces espaces. Ce qui me vient, c'est de la présence, de l'écoute. Et ça revient une fois de plus à une de mes blessures, mais juste de la présence, de l'écoute et savoir qu'ils sont pas seuls. Et c'est pour ça que la phrase on est ensemble me parle tant. Et c'est ça, c'est savoir faire sentir aux hommes qu'ils avancent pas seuls et qu'ils sont pas seuls, quoi que ce soit qui traverse. Mm. Et j'ai vraiment cette vision que entre hommes, et je le sens dans un cercle quand on se prend bras dessus, bras dessous, que s'il y a un homme qui lève les pieds, qui met tout son poids, métaphoriquement, qui pourrait vivre quelque chose d'hyper lourd et d'hyper difficile à traverser, le reste du groupe est là pour le soutenir et pour le retenir et peut absorber son poids et absorber sa souffrance dans le cercle. Alors que, ben, on peut faire le test là si je veux
lève les jambes tout seul, là, Je veux bien le voir. je me pète la gueule. Et, et, et donc, ouais, de la présence, de l'écoute et cette idée qu'on peut avancer ensemble. Mm. Mm. Et toi? Bah, forcément, ça me parle beaucoup. Et puis on a des chemins très similaires à des tas d'endroits. Donc pour moi, ce que je souhaite, c'est de la présence. De la présence, de la conscience, de la responsabilité et de l'engagement, du positionnement. Donc c'est vrai que j'ai envie, en tout cas c'est les valeurs sur lesquelles j'ai envie que ce monde, et notamment, oui, ce monde se porte plus en tout cas. Ouais. Et bon, on arrive à la fin. Comment tu te sens et avec quoi tu repars de cette interview? Je me sens très bien. Je repars avec la sensation d'avoir beaucoup parlé, de pas t'avoir posé de questions. Alors, j'ai pas l'habitude d'être nécessairement dans le rôle de celui qui répond et qui te renvoie pas la balle. Donc, je repars avec un petit regret de pas t'avoir renvoyé plus la balle sur ces questions-là où, comme tu dis, je sais qu'on partage beaucoup de choses. Je repars très content de cet échange. Et ouais, je repars avec ça. Et toi, du coup? Je me sens en apesanteur un peu. J'aime bien ce petit cocon dans lequel on est là et ce petit moment intime qu'on a partagé. Et à vrai dire, j'aurais même presque qu'il dure un peu plus longtemps, mais on l'a fait avec les contraintes de temps aussi. Et puis c'est bien aussi que de ne pas offrir non plus des interviews trop longues. Mais avec ça, puis simplement la joie de te connaître un peu plus et d'avoir partagé ce moment avec toi. Donc voilà, c'est précieux. Ouais, une joie partagée. Merci, merci Loïc. Et juste, on peut finir avec un petit instant promo si les gens veulent te suivre, même si je sais que tu es beaucoup suivi et que tu as un site internet, un Insta. Mon compte Insta, c'est La Nature des Hommes. Je suis sur Facebook aussi, pour ceux qui sont pas sur Insta, pareil, La Nature des Hommes, et mon site internet, lanaturedeshommes.com. Et à venir, Inch'Allah, un podcast pour bientôt que j'ai envie de lancer depuis très longtemps et j'avance à tout petits pas. Mais voilà, peut-être que ce sera l'occasion de poursuivre la discussion et de te poser moi à mon tour les questions. Ça s'appellera Humain par nature. Voilà, donc j'espère disponible bientôt. Et prochaine retraite? Et prochaine retraite en septembre du 15 au 19 en format immersion nature et puis un nouveau format qu'on essaye avec un ami qui s'appelle Miguel Sevillano qui a une grosse expérience dans le travail entre hommes, qui sera au Maroc. Donc ça sera au mois de décembre. Et il y aura peut-être d'autres retraites entre-temps, mais sinon 15-19 septembre ou 6 au 13 décembre au Maroc pour une traversée du désert. Et un stage plein de contrastes entre le dénuement du désert pour la dernière nouvelle lune de l'année, donc vraiment descendre dans le noir. Wow. Et après 2 jours d'intégration dans une villa privée aux abords de Marrakech, avec piscine, tennis, bouffe à domicile, histoire de souffler après. Donc vraiment une immersion de contraste. Et voilà, 6 au 13 décembre. Tac. Merci à toi, Renaud. Merci pour l'accueil. Loïc. Merci pour l'invitation. Merci pour les questions. Je vais pas dire à bientôt, je vais dire à tout à l'heure, mais... À tout à l'heure. On va faire un cercle tout à l'heure ensemble avec Loïc. Mais en tout cas pour les auditeurs, à bientôt. Ouais. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.